On va parler d'un sujet sur lequel tout le monde s'est déjà forcément posé la question, la vie après la mort. Et personne ne sait réellement ce qui se passe après la mort. Et nombreux sont ceux qui ont tenté de l'expliquer, justement recevoir l'un d'entre eux. Ce monsieur, c'est Stéphane Alix. Il a enquêté sur la vie après la mort, avec pour particularité de s'y être intéressé suite au décès de son frère. Et voilà, ça ouvre tout un champ de questions qui sont des questions qu'on a peut-être dans l'adolescence, des grandes questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait là? Quel est le sens de la vie? Est-ce qu'il peut y avoir une vie après? Mais pourquoi je travaille, moi? Laissons plutôt Cyril Hanouna le présenter. Stéphane Alix, ancien reporter de guerre qui a récemment publié les résultats de 15 ans d'enquête sur l'après-vie. Journaliste, écrivain et réalisateur, Stéphane Alix affirme lui à travers le titre choc de son dernier ouvrage que la mort n'existe pas. Vous vous présentez comme quelqu'un de plutôt cartésien et pourtant, après le décès de votre frère dans un accident de voiture en Afghanistan en 2001, vous décidez de vous intéresser au sujet de la vie après la mort. Alors, certes Cyril, mais une personne rationnelle, une personne cartésienne, Quelqu'un de plutôt peut cartésien. aussi enquêter sur le paranormal. C'est même toute une branche du rationalisme, à vrai dire. Étudier les phénomènes a priori inexplicables et voir qu'avec un peu de méthode, on peut trouver une explication tout à fait raisonnable et rationnelle. Vous avez donc enquêté de façon scientifique sur le sujet. Alors, Cyril, il est journaliste, donc ça serait plutôt de manière journalistique. Car oui, ce n'est pas la même méthode. Les journalistes ne mettant pas en place des protocoles expérimentaux. Ce n'est pas vraiment le même niveau d'exigence, à vrai dire. Sauf que moi, j'étais ni philosophe, ni expert en théologie. J'avais envie de réponses de journalistes, des réponses concrètes et scientifiques. Et vous en avez eu. Lors de vos études, vous avez rencontré des cas de mort imminente. C'est un monsieur qui est arrivé aux urgences dans le coma. Et l'infirmière qui a essayé de l'intuber a vu qu'il avait un dentier. Donc elle a enlevé l'appareil dentaire, elle l'a intubé. Et une fois qu'il a été ramené à la vie, il a été emmené en salle de réveil. Et quand il s'est réveillé, il dit « Mais où est mon dentier ?» L'infirmière qui l'avait intubé et qui était partie en congé est revenue à l'hôpital. Et quand il la voit arriver dans sa chambre, il dit « Ah ben c'est elle qui sait où est mon dentier. Pendant que vous étiez en train de me ranimer, je vous ai vu enlever mon dentier, j'étais au plafond, je vous ai regardé, je vous ai vu le mettre sur un chariot de secours et je vous ai vu m'intuber et me sauver. » Si, pour beaucoup, cette histoire peut paraître convaincante, moi, je suis casse-pied. Et malheureusement, je sais deux choses. Je sais que pour être rigoureux, l'on doit prendre en compte toutes les données, y compris celles qui ne vont pas dans notre sens. Et je sais aussi qu'il existe au moins une étude qui ne va pas dans son sens. Dans cette étude, les auteurs ont mis un objet au-dessus d'une armoire, non visible par le corps, mais visible par la potentielle âme. Et les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente n'arrivent pas à voir cet objet. Hélas, on n'en parle pas, et si cette étude me semble si importante, c'est que nombre d'autres études ont de gros soucis méthodologiques. Et il y aurait donc beaucoup à dire sur ces autres expériences menées parfois sans réelle rigueur, notamment sur la propension à papillonner au lieu de prendre les informations nécessaires pour prouver que l'âme existe bel et bien. Mais là, on est sur des sorties d'âme volontaires, donc revenons aux EMI. On sait que certaines personnes sont quand même conscientes, et donc il est raisonnable de penser que le monsieur en question, dans le cas du dentier, il était conscient. Le vide de sa vision, compensé par l'image que l'on a tous d'une salle d'opération. Et cela m'amène à parler du modèle psychologique des EMI. Pour le résumer, les EMI seraient semblables à des symptômes de troubles psy dus à un dysfonctionnement du cerveau causé par la mort imminente. Or, ce modèle semble bien plus rationnel, bien plus cartésien que l'existence d'entités immatérielles, sur lesquelles on reviendra après. J'ajouterais que les EMI regroupent un ensemble de différents états qui va plus dans le sens du modèle psychologique que du modèle spirituel. En effet, cela corrobore davantage l'existence de dysfonctionnements, donc qui seraient différents en fonction des individus, en fonction de comment le cerveau est branché, entre guillemets, que cela ne corrobore l'existence des âmes. Parce que quoi, on n'aurait pas tous les mêmes âmes? On n'irait pas tous au paradis par le même chemin? Comment on fait? Il y aurait des VIP peut-être? Donc ouais, c'est plus rationnel de penser que c'est des dysfonctionnements, tout simplement. C'est des cas extrêmement fréquents, la partie de sortie hors du corps. En réalité, ce ne sont pas des cas si fréquents que ça. Selon mes différentes sources, on trouve entre 24 et 71% de sorties hors du corps. Oui, 71% c'est très fréquent. 24, beaucoup moins. Mais l'on n'est pas dans des cas extrêmement fréquents d'une part. Et d'autre part, cela n'invalide en rien le fait que notre état de conscience est sûrement juste modifié par des dysfonctionnements. Mais je t'en prie, vas-y, poursuis ton propos. En s'imaginant que le cerveau fabrique la conscience, parce que ça sert à la grande thèse que je démonte dans le livre,
On vit comme s'il était une évidence que notre cerveau fabrique notre conscience, que notre cerveau fabrique qui nous sommes. Eh bien, commençons par le plus simple, veux-tu ? Qui nous sommes ? Qui nous sommes, c'est un ensemble de processus et de réponses que l'on a appris. Cet apprentissage, il est dû à la capacité du cerveau à se modifier, à s'adapter, c'est l'intelligence. Une barre en métal placée au bon endroit peut transformer un homme doux en quelqu'un d'impulsif et donc le faire changer de personnalité, en bref, le faire changer qui il est. Donc, ce que nous sommes est lié au cerveau. Maintenant, qu'est-ce que la conscience ? Eh bien, procédons méthodiquement. Passé, présent, futur. On peut déjà déterminer que l'on n'a pas conscience du futur, même si on peut l'anticiper. Donc il ne reste que le passé et le présent. Sauf que le passé, c'est la mémoire. On ne peut pas avoir conscience de ce que l'on n'a pas vécu, et l'on ne peut avoir conscience de ce que l'on a vécu que si on arrive à se souvenir de ce que l'on a vécu. Donc si l'on a accès à cette mémoire. Notons que pour graver le souvenir en mémoire, l'attention va jouer un rôle. Donc la conscience du moment présent, c'est quoi ? Eh bien, si je vous demande maintenant combien de voitures sont passées devant votre fenêtre au cours des 5 dernières minutes, vous ne le saurez sûrement pas, votre attention étant normalement du moins dirigée sur cette vidéo que vous avez lancée. Bon, du moins j'espère, hein, sinon ça veut dire que je fais mal mon boulot. Donc, de deux choses l'une, on mémorise une partie de ce dont on a conscience, et l'on a conscience que ce sur quoi on se concentre et qui diffère de ce à quoi on est habitué. La preuve étant que vous ne ressentez pas l'immense pression de l'air qui entoure votre corps, qui vous entoure, car vous la subissez depuis votre naissance. Et notre conscience, au-delà du fait qu'elle nécessite l'attention qui est nécessaire à l'encodage en mémoire, elle occulte une grande partie des stimulus qui sont traités, mais pas importants, histoire de ne pas se surcharger. Il semblerait donc que notre conscience soit liée à notre mémoire à court terme. En d'autres termes, s'il venait à dire « C'est la preuve de l'âme, en fait, cette histoire. Alors, cela serait totalement sorti du chapeau. On notera qu'un être humain voit grâce au capteur de ses yeux. Tout le principe de la vision, c'est qu'un photon percute le fond de votre œil. Sauf que, pour ce faire, il faut que vous puissiez interagir avec les photons. En somme, il faut que vous soyez visible, ou du moins que le fond de votre œil soit visible. Maintenant, ça ne veut pas dire que les âmes sont aveugles. On peut imaginer un photon spirituel qui interagirait avec l'âme. Mais, du coup, pourquoi les témoins d'EMI ne voient pas différemment ? Bah oui, si les objets interagissent avec ces photons spirituels, on devrait être en mesure de prouver leur existence, parce que les appareils de mesure scientifiques interagiraient aussi avec ces photons. Donc moi, je m'attends plus à un récit du type monde des âmes, on va dire, et non pas un récit du type âme errante, si les âmes étaient réelles. Bon, vous l'aurez compris, il y a de fortes probabilités que ces témoins n'aient pas vu par leurs âmes, mais par leurs yeux, ou aient eu des hallucinations. D'où le fait qu'ils voient les couleurs, et d'où le fait qu'ils ne voient pas un truc posé sur une étagère. c'est comme quelqu'un de plutôt cartésien. Et c'est à ce moment-là que moi, personnellement, je me rends compte de la beauté, de la complexité du cerveau. Un organe avec des zones interconnectées qui traitent des signaux électrochimiques, mais qui peut parfois être défaillant et créer des hallucinations entre autres. Et ce, d'autant plus quand tu es sur le point de mourir. Du moins, c'est mon interprétation, et vu qu'il n'a pas de preuve scientifique et qu'il ne peut pas en avoir... Moi, je me suis déjà essayé de m'attaquer à vérifier que les preuves scientifiques attestant que la conscience survit à la mort du corps existent et sont suffisamment présentables et compilables. C'est ce que j'ai rassemblé dans ce bouquin. Et personne ne tilte. Il dit qu'il existe des preuves scientifiques que la conscience survit à la mort du corps, quand même. Genre, comment ils ont fait ? Ils ont été voir des médiums et ils ont demandé « Oh bah dites-moi Bruno, est-ce que Diana elle est toujours consciente ?»« Ah bah attendez, je vais lui demander. »« Ah bah oui. Allez, vive la science !» Bon, blague à part. Au mieux, les recherches qui pourraient potentiellement être menées pourraient uniquement prouver que la conscience perdure en état de mort imminente. Le souci, c'est que cette définition, celle des morts imminentes, elle est plutôt floue, et donc concerne beaucoup de cas très hétérogènes. Ah, attendez, il y a Cyril qui a une question, oui ? C'est quoi le remote viewing utilisé par la CIA ? Ça, c'est une des techniques qui permet de montrer justement que notre cerveau n'intervient pas dans certains de nos capacités de perception. Bien, alors la vue, elle est liée à la zone occipitale, l'ouïe à la zone temporale, la proprioception au cervelet.
En bref, tous nos sens sont liés à des capteurs et sont traités par des zones cérébrales. C'est d'ailleurs pour cela que l'on dit que ceux qui ressentent les ondes sont sûrement juste victimes d'un effet nocebo. On notera aussi l'utilisation d'une pratique pseudo-scientifique par le monsieur, confirmant les doutes que j'avais jusqu'alors. Car oui, à partir de ce moment-là, ce n'est plus un monsieur qui a cherché maladroitement dans la science, c'est quelqu'un qui a cherché une raison à la mort de son frère, à cause de sa tristesse, y compris dans la pseudo-science. Une bien triste réalité, mais qui me semble plus probable, plus cartésien, Quelqu'un de plutôt que cartésien. l'existence d'âme. Et si vous voulez une preuve du côté pseudo-scientifique de certaines de ces affirmations, eh bien, il nous parlera d'un certain programme. Le programme s'appelait le programme Stargate. Ce programme déclassifié qui a échoué. Avec la réussite d'un tel programme, l'utilisation de taupes n'aurait pas été nécessaire. Et je vous renvoie là vers une très bonne vidéo. On va donc finir sur une note triste, puisque oui, tout cela n'est rien d'autre que l'histoire d'un frère qui cherche une cause à la mort de son frère. Cela le mènera à rechercher dans les pseudosciences et à se planter quant à l'existence des âmes. Hélas, la vérité n'en a que faire de la volonté d'un frère de trouver une cause à une mort qui le peine. Donc voilà, ne lui jetez pas la pierre. Merci.